C'est insupportable. C'est-à-dire qu'il y a un président de la première puissance économique du monde qui réagit de manière totalement sanguine, narcissique. Heu, Selon toute vraisemblance, Donald Trump n'a pas digéré le fait que, il y a quelques jours, vous avez un consortium franco-danois qui a signé un accord sur, les minerais avec le Groenland. Vous connaissez les vues de Donald Trump sur le Groenland. Eh bien, je pense qu'il a, très mal vécu ça et il a envie enfin voilà, il a fait sa petite crise et il a décidé d'augmenter les droits de douane. Alors on ne sait pas si c'est 50% en valeur, 50 points. Enfin, bref, tout ça est en dépit du bon sens. Mais le pire, c'est que si seulement on avait confiance en la parole de Donald Trump, on le mettrait dans nos équations et on ferait avec. La réalité, c'est qu'il est probable, connaissant le personnage, que on est là encore une fois dans un jeu de rôle et que les 50% redeviendront peut-être 10% dans quelques jours ou 15%. Bref, personne n'est capable de savoir comment il raisonne et le pire, c'est que peut-être que lui-même ne sait pas où il va et comment il y va. Alors, peut-être, mais alors moi, je vais retenir votre mot qui est extrêmement impressionnant. C'est insupportable. Concrètement, qu'est-ce que ça impacte, vous, dans votre vie d'entrepreneur? Ces allées et venues, ces incertitudes permanentes? Alors, c'est valable pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est valable pour tous les entrepreneurs français et je vais vous dire, c'est aussi valable pour tous les entrepreneurs Ah oui, américains. c'est ça. L'entreprise, le monde économique, par définition, a besoin de stabilité. L'instabilité est l'ennemi de l'économie et donc, par définition, quand vous êtes dans un terrain qui est instable, quand vous avez des incertitudes, bah, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous arrêtez d'investir. Alors nous, Européens, on est en train progressivement de sortir le marché américain de nos équations. Les Américains, eux, sont prisonniers d'un président qui est légitimement élu, mais dont on ne sait pas ce qu'il va être capable de faire de l'économie américaine ces 4 prochaines années. Donc tout ça, verdict, bah, ça sclérose tout, ça crée de la tension, ça crée des crispations et c'est extrêmement dommage parce que économiquement, on vit une période potentiellement passionnante. Il y a plein de révolutions en cours, la révolution de l'IA, la révolution de l'énergie, etc. Il y a plein de valeurs à créer, il y a plein de richesses à faire, il y a plein de partenariats fantastiques à nouer entre l'Europe et les États-Unis. Et là, on a l'humeur d'un homme, parce qu'il s'agit d'humeur. Je ne crois pas qu'il y ait une stratégie réfléchie, pensée, puissante derrière ça. L'humeur d'un homme met les réseaux business, et y compris de son propre pays, j'insiste, en état d'attentisme, et je trouve ça absolument regrettable. On voit que les marchés, immédiatement paniquent. Il n'y a pas de prise de recul. Mais oui, parce que c'est face à de l'irrationnel. Les marchés sont capables d'anticiper du rationnel. Là, on est sur de l'irrationnel. Vous vous rendez compte que Donald Trump considère, par exemple, que les TVA européennes sont un droit de douane qu'on lui fait payer. C'est-à-dire qu'il n'essaye même pas de comprendre le système fiscal dans lequel évolue l'Europe. Et il exigerait de la part de l'Europe une suppression de la TVA, donc si on veut bien le comprendre. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que la TVA porte aussi sur les produits qui sont fabriqués en Europe, qui sont fabriqués en France. Donc tout ça dénote un amateurisme absolument déconcertant. Donc oui, le CAC 40 dans quelques jours repartira très probablement à la hausse. On est dans un yo-yo. Donc encore une fois, l'économie mondiale est potentiellement extrêmement florissante parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'enjeux passionnants, il y a plein de potentialités de croissance. Maintenant, on est sur du up and down parce qu'on doit suivre l'humeur d'un homme. Et donc, il va falloir que l'on s'y fasse. Et en attendant que nous, Européens, eh bien, on se prenne en main. J'espère que tout ça nous servira de claque, une bonne fois pour toutes. Il ne s'agit pas de rompre avec l'allié historique américain, parce que dans 4 ans, vous aurez un autre président. Mais il est temps, je crois qu'on nous a donné suffisamment de leçons comme ça, pour que, enfin, la question de la souveraineté européenne et de notre autonomie stratégique se pose et s'assume comme telle. Ouais, c'est intéressant. On vous sentait presque désarçonné, mais pourquoi fait-il ça? C'est-à-dire que c'était en dépit du bon sens pour vous? Alors, vous savez, avec Donald Trump, c'est toujours très difficile de faire de la psychologie, parce que bien malin Eh oui, est celui qui est capable de c'est se mettre sûr. dans la peau du personnage. En revanche, ce que j'ai partagé avec vous tout à l'heure, mais je suis convaincu intimement que ça procède de cette décision, c'est la signature de l'accord de concession sur 30 ans sur les minerais, sur l'exploitation des minerais, signé par la France et le Danemark au Groenland. Euh, on a quand même un président des États-Unis qui voudrait rattacher le Groenland aux États-Unis, avec une dimension impérialiste qu'on n'a jamais vue depuis bien longtemps. Et vous avez un consortium international européen par-dessus le marché qui vient lui damer le pion sur un terrain qu'il considère comme étant le sien. Bon, ben, il en faut pas beaucoup plus, à mon avis, pour que Donald Trump décide de réagir et, comment dire, de nous punir.
en Europe. Alors certes, vous n'avez pas de barrières douanières vis-à-vis des États-Unis, mais vous avez énormément de barrières réglementaires. Mais d'ailleurs pour les États-Unis, mais comme pour les entreprises européennes, prenez l'exemple d'un sujet que je connais bien, qui est celui de l'intelligence artificielle. L'acte fondateur de l'Europe en matière d'intelligence artificielle, c'est un acte de régulation qui s'appelle l'IA Act. C'est un document de 400 pages qui est absolument imbuvable, auquel toutes les entreprises qui veulent faire du business avec l'Europe doivent se conformer. Donc ça, c'est un problème pour Donald Trump, mais c'est aussi un problème pour nous, entrepreneurs, qui sommes noyés par une littérature administrative, juridique et par des normes qui nous empêchent d'avancer. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses entre les problèmes que nous avons, nous, en Europe, parce qu'on ferait bien aussi de balayer devant notre porte pour être plus compétitifs, pour faire passer le risque, l'innovation avant la norme et la taxe. C'est un problème qui est typiquement européen et on doit le combattre. En revanche, je n'excuserai pas Donald Trump parce que nous avons, nous, des choses à corriger chez nous de tout ce qu'il est en train de faire de manière complètement irrationnelle. Vous posiez la question il y a quelques instants de la Chine qui aurait plus de poids que Oui. l'Europe sur les États-Unis. Je ne crois pas. Je crois que il faut absolument que l'Europe cesse précisément de faire un complexe d'infériorité. Nous sommes un marché homogène de classe moyenne, donc de classe moyenne consommatrice, de 450 millions de personnes. Voilà. Il n'y a aucun espace au monde où vous avez une classe moyenne de 450 millions de personnes, même pas la Chine. Donc là où nous devrions prendre conscience, nous, Européens, de notre force, de notre puissance, quand on a un marché de 450 millions de personnes qui sont des personnes consommatrices, nous avons un poids, nous avons une influence sur toutes les économies du monde, et y compris les États-Unis, et y compris la Chine. Mais encore faut-il avoir une stratégie commerciale, une stratégie industrielle, une stratégie en termes de souveraineté en Europe, et ça fait aujourd'hui partie de nos maillons faibles. Rafik Smati, vous y croyez? C'est vous nous-même qui nous l'avez dit tout à l'heure, ça doit nous faire réagir, on doit réagir et se rapprocher un peu plus de cet idéal de souveraineté. Vous y croyez là, ça y est, c'est le bon moment? Ah mais vous savez, on n'a pas le choix, et c'est souvent d'ailleurs sous la contrainte que naît le changement. Là où Madame André a parfaitement raison, se poser la question de taxer les services américains. Alors ça peut être tentant a priori, sauf que quand vous avez des sociétés qui sont en situation de quasi-monopole ou en oligopole, c'est-à-dire quand vous avez un Google ou vous avez un Amazon qui n'ont pas, pour ainsi dire, beaucoup de concurrence, ou quand vous avez un Amazon Web Service qui est le plus grand fournisseur de cloud du monde, avec très peu de concurrents en France, si on se contente d'utiliser uniquement le levier de la taxation, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces gros acteurs américains vont tout simplement, comme ils l'ont fait d'ailleurs au moment de la taxe GAFA, augmenter leurs prix, et ce sont les consommateurs français, ce sont les entreprises françaises qui vont devoir payer. Donc ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de créer les conditions pour que nous puissions faire émerger chez nous en Europe des champions dans leur domaine, notamment dans le domaine du cloud. Le cloud, c'est la base, c'est la matière première numérique, c'est là où sont physiquement les données. Imaginez qu'aujourd'hui, si nous avons un problème de géopolitique majeur avec les États-Unis et qu'ils décident de couper les vannes, nous sommes, pardonnez-moi l'expression, à la rue, nous sommes perdus. La plupart des services européens ne fonctionneraient plus. Donc je crois qu'avant de se poser la question de la coercition vis-à-vis des États-Unis, saisissons-nous de ce qui est en train de se passer et ayons une véritable stratégie industrielle. Et je voudrais simplement ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit que il y a si une compétence de l'Union européenne précisément sur les affaires commerciales. C'est-à-dire que sur les affaires commerciales, le mandat a été donné à la Commission européenne. Les pays européens n'ont pas le droit de négocier individuellement avec tel ou tel pays. C'est-à-dire que s'il y a bien un sujet aujourd'hui sur lequel nous parlons d'une seule voix, mais d'un point de vue statutaire, c'est défini par les traités, c'est le commerce. Mais pour ça, et c'est extrêmement important, nous avons besoin d'un leadership à la Commission européenne. Moi, je suis Oui. extrêmement intéressé par ce qu'a dit Mario Draghi dans son rapport, qui était un excellent patron de la Commission européenne. Je suis beaucoup plus inquiet par le leadership de Ursula von der Leyen, qui a une approche beaucoup plus technocratique. Donc moi, je crois que là où les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne devraient se saisir, c'est comment on va mettre du leadership politique dans la Commission européenne. Exactement. Comment on va revenir à l'ère de Jacques Delors, comment on va Merci. revenir à l'ère de Mario Draghi. Parce que ce n'est pas malheureusement avec la Commission européenne actuelle qu'on va pouvoir partir à la conquête du monde. Non, c'est sûr. Très très bonne question en tout cas. C'est le moment que jamais, vous nous dites cet après-midi sur LCI. Vous